Donc on est dans un village creusois, qui est à quelques kilomètres de Guéret. On est aux sources de la Gartempe. Donc la Gartempe va devenir une rivière importante qui va se jeter dans la Vienne, puis dans la Loire. Donc cœur du Massif central. Et c'est un cœur cristallin granitique. Donc là on est vraiment sur le socle granitique. J'aime bien ce terme de socle, quoi. On est bien ancré. Et c'est le village familial. Là, l'arrière-grand-père, le Pépé Alexandre, était paysan ici. Puis ma grand-mère y est née, elle est partie ensuite institutrice. Et donc, quand on a décidé avec Bernadette de s'installer sur ce village familial, on a commencé à retrouver finalement des bâtiments, des murs, des sentiers, des chemins qui avaient été foulés par les ancêtres, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez profond que de se dire, bah, tiens, ce mur qu'on est en train de restaurer, parce qu'il est fatigué, il a peut-être été bâti par le Pépé Alexandre, enfin, à un autre temps, un temps où il n'y avait pas des grosses machines qui permettaient d'éventrer des montagnes pour faire passer des routes, et où il fallait négocier avec la matière, avec les déblais, les remblais. Et c'est ce temps où par nécessité, on parlait vraiment le langage précis à la fois du substrat et du relief, avec la force de l'attraction animale. Enfin, donc finalement, s'installer là, dans un village qui n'a pas finalement beaucoup bougé, c'est aussi se retrouver dans ce temps de l'avant-pétrole. Et comme aujourd'hui on parle de cette crise pétrolière, du changement climatique, de ce moment où il faut baisser les émissions carbone, on se dit peut-être qu'on a à apprendre de ce temps de l'avant-pétrole qui a encore toutes ses traces ici, pour aller vers un demain qui est peut-être un paysage de l'après-pétrole, où on va retrouver une certaine sobriété, des filières plus courtes, un travail sans matériaux venant de loin, et notamment sans béton. Et c'est pour ça que ce travail qu'on fait de restauration de la pierre sèche est important, quoi. Alors après, on s'est installé là. Donc ma maman habite là dans la maison traditionnelle, qui a assez peu d'ouverture. Et ce qu'on a fait, c'est par exemple cette grange, c'est qu'on a réinvesti des endroits qui étaient promis finalement aux bêtes, l'étable et la grange. Et il se trouve que c'est des volumes assez gigantesques, très agréables, très potentiellement lumineux avec des baies vitrées. Et que du coup, comme l'agriculture, elle, s'est déportée, la ferme s'est mise à un petit kilomètre du village. D'un seul coup, il y a eu un réinvestissement de cette architecture assez incroyable, dont on sent qu'elle est quand même extrêmement bien faite. On a des pierres qui sont très bien taillées. Pour une architecture rurale, on a souvent 2 étages, des volumes intérieurs qui sont spacieux. Et ça, on le doit notamment aux maçons creusois. C'est-à-dire que quand, à partir du 18e, le pays étant extrêmement pauvre, la terre acide, on n'avait pas encore la chaux qui permettait de faire multiplier les rendements, on a été obligé de partir, s'expatrier pour ramener de l'argent. Et on parlait qu'occitan, limousin, et donc on partait sur Lyon, sur Paris, sur La Rochelle. Et les Creusois se sont spécialisés dans la maçonnerie. Et c'est à eux qu'on doit beaucoup d'immeubles haussmanniens, le métro parisien, les bases de la Tour Eiffel, la digue de La Rochelle, à Lyon, énormément de bâtiments. Et quand ils sont revenus avec ce savoir-faire. Ils sont revenus avec un savoir-faire et aussi une conscience politique. Parce qu'ils ont participé aux grèves, à la commune, donc un ancrage aussi politique à gauche très marqué, et un savoir-faire. Et donc on a commencé à élever ces bâtiments avec une grande finesse. Alors bien sûr avec beaucoup de chaux, de mortier sur les bâtiments, mais très vite, venant des bâtiments, et comme c'est la même matière, le granit, on voit naître des murs
de soutènement, des murs de clôture, des murs dentelles, des murs double parement, enfin, qui sont un peu comme l'extension naturelle de cette architecture. Donc on a un village dont chacune des fonctions a sa, donc finalement son bâtiment. Là, il y a la grange, là, il y a la soue, là, il y a le four à pain, ici, il y a la maison. Et ces maisons, en fait, s'adaptent complètement au relief, qui fait qu'il y a toujours des cours qui ne sont jamais bien rectangulaires, carrés, et donc on est toujours à s'adapter. Un bloc de rocher qu'on ne voulait pas taper, donc on se met un peu à côté. Là, on peut creuser une cave. Et donc là, il y a quelque chose d'assez organique dans ce village. Peut-être que ça vient de la collection. Oui. Là, il faudra juste faire attention de, tu vois, peut-être voilà, la redresser comme ça. Tu vois, parce que là, là, elle pente vraiment comme ça, alors que là, vous avez réussi vraiment à lui trouver la bonne, tu vois, le bon plat. Et ici, on sent que voilà, le bon plat, il va se retrouver à peu près par là, quoi. Et du coup, il faudrait la reculer? Eh bien, ouais, parce que là, je l'ai avancée. Pour rentrer dans... Donc, tiens, on peut peut-être la prendre, la reculer, mais alors vraiment de très peu. Voilà. Eh bien, regarde. Quelque chose comme ça. Si on cale ici, après, vous recalerez. Ce que j'aime bien, c'est caresser là, et puis tu regardes si... Oui, des fois, ça se joue plus au toucher qu'à l'œil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paysagiste? C'est quelqu'un qui travaille sur le paysage. Mais alors, le paysage, c'est un peu comme tous ces suffixes en age, coloriage, gribouillage. En fait, c'est à la fois le résultat, le gribouillage, mais aussi le faire. Je fais du gribouillage, je gribouille, enfin voilà, le gribouillage, c'est les deux. Et le paysage, c'est un peu la même chose. C'est à la fois le résultat et à la fois l'action que l'on a sur un site. Et être paysagiste, c'est tout aussi bien être vraiment en communion et en relation sensible avec cet espace à nature qui du coup fait le paysage, et être dans l'action qui va aller vers quelques modifications. Mais parfois des modifications, et c'est souvent un peu ce que je défends, qui vont plutôt vers la soustraction que vers l'addition. C'est-à-dire que je me rends compte que les sites sur lesquels j'interviens, qui sont souvent des sites naturels, des sites ruraux, je travaille peu en ville, j'ai fait quelques projets en ville, je trouve la ville un peu dure du fait de beaucoup de strates, d'une mémoire qui souvent a été effacée, d'un contexte souvent géopolitique un peu complexe, alors que quand on travaille en milieu rural, quand on travaille sur des petites communes, on a tout de suite affaire au maire, enfin, il y a une relation plus directe qui me convient mieux. Et donc, ce travail-là sur ces échelles nécessite souvent de venir et de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est dire qu'est-ce qui nous touche ici. C'est pas les aménagements, c'est pas tout ce qu'on a fait souvent qui viennent embarrasser, qui viennent alourdir le site. C'est souvent ce qui est derrière. Et on commence souvent par enlever, par soustraire. Je travaille beaucoup dans les sites classés. Puis d'un seul coup, souvent je me dis, c'est marrant, ici on respire. Pourquoi? Et là je dis, il n'y a pas de publicité. La publicité est interdite dans les sites classés. Et d'un seul coup, ça respire. Publicité, c'est une lèpre. C'est une atteinte au paysage qui est intolérable. Quoi. Parce qu'il y a des très bons qui travaillent sur la publicité, des graphistes qui font des trucs là qui nous attirent. D'ailleurs, dommage qu'autant d'intelligence, de savoir-faire, de pratique artistique voilà, se prostituent vis-à-vis de cette publicité. Donc on est attiré par ça, on va lire, et puis on va être très frustré parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter la bagnole ici. Enfin, et donc on va se mettre dans une situation toujours du futur et jamais du présent. Et ça détruit complètement finalement notre relation à l'espace et à la nature qu'on va essayer de rechercher. Nous, ce qu'on cherche, c'est finalement des lieux où on va s'abandonner à une contemplation. Certains parlent d'attention flottante. Je trouve que c'est voilà, peut-être que le paysagiste, c'est celui qui propose des lieux d'attention flottante. Une attention à la fois très, très pointue, mais à la fois très flottante, qui fait que là, je lâche un peu. Et en fait, je regonfle les batteries, quoi. Et je me dis que, voilà, peut-être que par ces lieux
de détachement, d'émerveillement, d'inspiration, de ressourcement, on va réussir à rétablir des relations humaines dont on a absolument besoin quand on voit les derniers votes aux dernières élections. Enfin, voilà, ça fait mal au cœur de voir que sur des ressentiments, sur de la xénophobie, sur du racisme, on va construire une société. Enfin, on se dit, c'est pas possible, là il faut qu'on réapprenne à être ensemble et des lieux. Et, quand je vois certains lieux où y a des personnes âgées qui viennent, un jeune qui arrive, ils se disent bonjour, ils s'assoient l'un à côté de l'autre, des fois ils se disent rien, mais au moins, voilà, à un moment ils ont été ensemble, ils ont partagé quelque chose d'une émotion. Donc finalement, nous, on est finalement des paysagistes, des créateurs de lieux de plaisir, de bonheur, d'émotion, mais tout en essayant de faire en sorte que ces lieux ne s'affichent pas comme des lieux aménagés, qu'ils s'offrent comme des bouts de campagne, des espaces de nature, qui finalement sont découverts de façon très, très, très libre, un peu comme si on était les premiers à découvrir ces lieux. Donc le mur dentelle, en fait, une dentelle, quand on la regarde comme ça à travers, on voit la lumière passer, et puis on a tout un motif. Et en fait, quand on regarde le mur comme ça, on voit à travers. C'est qu'on n'a qu'une ligne de construction. On n'a pas deux parements, pas un double parement, mais des pierres qui vont s'agencer les unes sur les autres. Et ce qui est étonnant ici, c'est que, en fait, elles sont calées avec beaucoup, beaucoup de soin. Et bizarrement, comme les pierres ne sont pas retaillées, on a un aspect un peu brut, hein, mais en fait, tout tient, et ça tient depuis un siècle et demi. Ça, c'est l'affleurement naturel, et puis on est venu s'installer ici. Puis après, ce qui est toujours très très beau, c'est jouer sur ces affleurements de boules de granit qui vont sortir. Puis là, ces boules-là, parce que là, il y avait un talus qui venait ici, donc on a gratté, et on est arrivé sur ces boules, et c'était tellement fort et puissant que je me suis dit, il faut arriver à les caresser dans le sens, et donc l'escalier, en fait, il s'enroule tout doucement autour de ces boules. Donc c'est très, très, très organique, et ce qui est magnifique avec la pierre, c'est qu'on peut jouer des gestes comme ça, très, très, très doux, avec ce petit escalier qui tourne autour de la boule. Je pense que ma première expérience de paysage, c'est en suivant mon père faisant une carte géologique. Il était géologue et je le suivais. Alors lui, il avait son carnet où il notait. Puis moi, j'avais mon petit carnet, parce qu'on fait toujours comme papa. Hein, et donc j'ai commencé là à déambuler. Et puis il me racontait des choses incroyables, comme quoi au sommet de la colline, là, la mer était arrivée, et puis qu'elle avait déposé des ammonites, et puis qu'ici c'est une dent de requin. Enfin, et donc il y avait tout un imaginaire quand même très très lié au socle et au relief. Ça m'a beaucoup frappé. Une des expériences de paysage aussi importantes, c'est l'escalade. Le fait de partir en montagne, de devoir tracer sa voie sur des parois importantes, et puis des escalades qui m'ont emmené en Patagonie, en Himalaya. Ça a été des expériences importantes. Après, une expérience, je l'ai vécue ici au village, c'est d'avoir été à la ferme. Mon cousin avait la ferme ici, et je participais pratiquement un mois et demi par an, pendant l'été, aux travaux de la ferme. Et très vite, il m'a laissé sur le tracteur. Par exemple, j'adorais endainer. Endainer, c'est on fauche le foin, et puis le foin est sec, et il faut le faire, faut créer des andins. Et je faisais des grands dessins dans les champs, comme ça je m'amusais. Alors lui, après, il était fou, parce que passer avec la botteleuse et en suivant, il disait, mais pourquoi t'as fait un... Et ça m'amusait beaucoup de dessiner à l'échelle du paysage. Donc ça a été une expérience aussi vraiment importante. Et les voyages, bien sûr, c'est cette relation à la terre, et puis
Le travail de la pierre sèche aussi, j'ai eu voilà, quelques expériences, notamment avec un Raymond Arthur, là, l'arrière-petit-fils de François Michaud, qui habitait un village qu'il a complètement sculpté en Creuse. J'ai passé beaucoup de temps avec lui à comprendre comment c'était, mais pas simplement à écrire et à dessiner, mais aussi vraiment à remonter ces murs. Et donc il y a ce caractère militant qui a été aussi fondateur, et puis qui m'a mené sur voilà, des grands actes militants, Plogoff, Larzac. Là aussi, ça a été aussi des actes vraiment importants, et c'est pour ça que je retrouve dans certaines zones à défendre, des ZAD, enfin, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit voilà, d'autres sites comme ça, je me retrouve bien dans ces lieux de mobilisation que je trouve réellement importants. Ici, il y a une mobilisation actuellement contre les grosses coupes à blanc qui nous arrivent et puis qui, en fait, sont faites pour déforester complètement, mettre à nu les sols forestiers. Là, il y a quelque chose de très, très violent et il y a une mobilisation citoyenne qui arrive et qui est vraiment extrêmement intéressante. Et on construit vraiment quelque chose en proposant un autre modèle qui est donc un modèle qui sort de l'industrie forestière. Donc là, je me suis essayé à quelque chose, c'est les pierres volantes. Ces escaliers qui, en fait, ne déforment pas du tout le mur. Le mur, il garde sa linéarité. Et puis, il y a ces pierres qui dépassent. Alors, la chance, c'est que j'ai pu retrouver des barrettes de granit. Alors, celle-là, elle vient jusque-là. Et du coup, elle a une grosse inertie et là, ça ne bouge pas. Et c'est ce qui était promis pour partir comme bordure de trottoir, notamment pour Limoges. Là, c'est un très beau granit bleu. Et donc, en fait, elles ne sont jamais parties et je les ai réutilisées pour ces pierres volantes. Ça a été extrêmement agréable. Et puis là, une croix, alors un peu fragilisée, mais qui a toujours été par là, et qui est en même temps une pierre de reposoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait au village, et qu'il allait être enterré au bourg de Maisonis, donc à 3 km, les porteurs s'arrêtaient là et après il y avait 7 pierres pour pouvoir poser le cercueil. Alors là c'est une croix, ma grand-mère me racontait que dans ce pays assez anticlérical, sans en parler à son père, en cachette elle se signait devant cette croix et un jour elle s'est fait prendre par son père qui lui a donné une fessée mémorable. Donc depuis ce temps-là, elle est devenue totalement anticléricale. Ah, je pense que ça va être l'apéritif. Alors voilà, on n'est pas beaucoup plus sérieux que notre histoire monte avec un stylo. Un petit peu d'air, du coup, c'est mieux. Du coup, Léna, c'est quoi la suite des arrivées? Ouais, carrément. C'est l'eau. On n'aurait jamais. Moi, je pense que c'est une histoire Je crois qu'il y a l'élimination. Ouais, ah ouais. Ah. On n'a pas le droit de dire que... Dans la course de vachettes. Interdit. Les arrêts sont assez brutaux. On voit un qui lâche. Pas mal, hein? Bon. Ça va bien? Bah.
Ah ouais, nickel. C'était là Elle vient se glisser. qu'elle a toujours été. C'est ça en fait. On lui redonne juste sa place. Les premières années quand on est venu, on a vraiment pris le temps, je pense, qu'ils nous apprennent tous les noms des pierres. Ah oui. Tu vois, les Ça fait combien de temps que tu viens? C'est la 10e année. C'est vrai? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Première année, c'était en l'été 2015. Et donc là, c'est la 10e fois. Ok, putain, sympa. Voilà, les plus grosses du socle en bas, des boutisses de temps en temps qui traversent, de la petite grenaille à l'intérieur pour quand même combler les trous, mais qu'on ajoute après avoir placé les grosses, comme ça elles ne nous embêtent pas pour les positionner. Le choix que j'ai fait dès le départ, ça a été de toujours avoir des maîtrises d'ouvrage publiques. Je ne travaille pas pour le privé, quoi. En fait, je ne sais pas si en travaillant pour le privé, on travaille réellement pour le paysage. Travailler dans le cadre d'un jardin cerné, cerclé, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va créer son jardin, pour moi, ce n'est pas du paysage, en fait. Alors c'est peut-être un peu sévère pour des paysagistes qui sont habitués à travailler pour le jardin et qui pensent faire du paysage, mais il y a dans le paysage déjà une notion de territoire, et donc un territoire partagé, un territoire qu'on habite ensemble, qu'on va travailler ensemble. Et puis il y a dans le paysage la question du partage, quoi. Et je ne peux pas imaginer faire du paysage sans que le parcours ne soit libre, le parcours ne soit gratuit et pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter, quel que soit son revenu, quelle que soit la couleur de sa peau. Enfin, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pour ça que c'est pour tous et pour toujours, c'est vraiment ça. Et donc, voilà pourquoi je ne travaille que pour les collectivités. Et je me rends compte que là où vraiment j'ai une relation avec la maîtrise d'ouvrage la plus intéressante, la plus fine, c'est dans le cadre de petites communes rurales, où je peux rencontrer le maire, son conseil municipal, discuter avec lui directement. Peut-être qu'il y a des petits services techniques, mais ça ne m'empêche pas d'avoir cette relation directement avec les élus. Les élus sont quand même des gens qui ont été élus, qui sont les porteurs finalement d'un choix démocratique, et de les rencontrer et de discuter avec eux est extrêmement important. Or, quand on travaille avec de plus grosses collectivités, les départements, les régions, on a très peu de chances de rencontrer le président du conseil régional, le président du conseil départemental même. Voilà, si on creuse, je rencontre des élus, ça m'arrive, mais il y a quand même cette strate de services avec des gens très compétents, très intéressants, mais qui ne sont pas réellement les élus et qui fait que il y a un peu des fois le plafond de verre qui fait que voilà, ce contact avec les élus qui va être extrêmement intéressant pour le projet pour lequel on est appelé, mais intéressant parce qu'on essaye de diffuser finalement cette sensibilité, cette démarche paysagère auprès des élus. Et je pense que notre boulot de paysagiste, il n'est pas simplement dans le projet qu'on nous demande de faire, mais aussi dans cette familiarisation avec vraiment la démarche paysagère qui, comme le collectif PAP, donc c'est le collectif Paysage après Pétrole, essaye de le défendre, de le démontrer. La démarche paysagère peut nous faire passer cette transition écologique, cette transition énergétique de façon beaucoup plus douce. C'est-à-dire que la démarche paysagère, c'est quoi? C'est des choses très simples, partir du site, partager le projet, avoir plusieurs regards techniques et scientifiques sur le site, ne jamais avoir une seule et même fonction pour un espace, mais toujours une plurifonctionnalité, voyager dans les échelles, et puis surtout faire passer le beau comme étant d'abord peut-être un des objectifs. Tout ce que l'on fait doit avoir une harmonie et une beauté. On doit être porté cette harmonie, cette beauté. Et c'est vrai que les projets très fonctionnels qu'on peut avoir l'oublient un peu. Donc toute cette démarche, c'est ce que j'essaye de faire passer à la maîtrise d'ouvrage. Et pour ça,
il faut avoir cette relation directe avec les élus, entouré des fois avec les habitants, et il faut l'avoir sur le terrain. Cet outil qui est le dessin, qui est vraiment un outil que je me rends compte, qui est vraiment l'outil de la médiation par excellence, quoi. Plus que la photo, plus que le film, plus que le croquis. Le croquis fascine en fait. Et puis ça a la même simplicité qu'un mur en pierre sèche en fait. Qu'est-ce qu'il faut? De la pierre et de la force musculaire. Qu'est-ce qu'il faut là? Du papier, un carnet, un stylo et puis simplement la main, quoi. Donc on a un contact finalement avec le faire qui est très simple. On ne passe pas par les robots, par l'ordinateur, le dernier iPhone machin qui fait du pixel, du machin, on ne comprend rien, on serait incapable de créer. Enfin, il y a un moment de pouvoir maîtriser l'outil, une feuille de papier, un crayon, une pierre, un mur. Ça, c'est quelque chose qui est assez réconfortant aussi. Et on se rend compte qu'il y a une adhésion à cette simplicité-là. Et puis, il y a le fait aussi qu'un croquis, je le fais alors qu'il représente ce qui est. Et les gens disent « Oh, il est beau ce dessin !» Je dis « Ouais, mais ce qui est beau avant, c'est votre paysage. » Alors bien sûr, là, j'ai enlevé le poteau télégraphique et puis j'ai enlevé votre banc que je trouve quand même voilà, un peu posé. Peut-être que vous pouvez le revendre. Ou votre jardinière. Enfin, pourquoi vous mettez une jardinière là? Pourquoi vous ne laissez pas vraiment pousser la plante comme ça? En plus, la jardinière, vous êtes obligé d'arroser, vous n'avez plus le droit d'arroser, tout ça va crever. Enfin, elle est en plastique rose, c'est vraiment pas très beau, quoi. Enfin, et donc, on arrive comme ça par le croquis, simplement, par quelques suppressions. Et puis après, il y a certains croquis qui montrent déjà des éléments de projet. Il ne faut pas aller trop vite, parce que souvent, quand je vais trop vite, on dit « Ah, bah oui, c'est ça qu'il faut faire ». Donc, on arrête de réfléchir. Et là, Stéphane Grasser, là, de l'Arban, me dit t'as été trop vite, t'as empêché finalement le projet d'avancer, parce qu'il faut mûrir tout ça. Donc il faut aussi se méfier d'un dessin qui vient trop vite. Et puis le carnet, ben, c'est tous les carnets qui m'entourent, quoi. En fait, depuis que je dessine, j'ai gardé mes carnets. Voilà le meilleur finalement compagnon du paysagiste, reste voilà, le carnet. Donc celui-là, 2002-2008. Une vingtaine de jeunes qui ont pris le maquis pour fuir le service obligatoire imposé par les Allemands, hein, c'était pendant la dernière guerre. Donc se sont réfugiés dans ce maquis, ont commencé à s'installer, à creuser une sape. Ils ont été dénoncés, une colonne allemande est arrivée, ils ont été massacrés. Il y en a 7 qui sont morts, 7 qui ont été déportés. Donc, et ça, c'est des 44, donc c'est vraiment le premier moment, la première fois qu'il y a une confrontation qui entraîne la mort de résistants. Donc ça, c'est quelque chose qui a frappé, et puis pour toute la famille, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc c'est un lieu qui, en fait, du coup, a donné naissance à un monument quelques années après le massacre. Le monument a été fait, enfin, ça a vraiment frappé. Chaque année, il y a une cérémonie qui regroupe 300 personnes, toujours avec le préfet, des discours vraiment très, très engagés. Ça, c'est un lieu qui marque l'histoire, l'histoire creusoise. Et on a découvert, mais assez tardivement, hein, que le monument, en fait, il était sur une parcelle privée, et qu'une coopérative propriétaire des terrains, finalement, demandait à pouvoir exploiter le bois. Et il a fallu faire un projet
pour voir quelle était la surface finalement à protéger et acheter. Et le conseil départemental de la Creuse bien sûr, s'est engagé à acheter la parcelle, quoi. Donc un des premiers, comme souvent, hein, des premiers axes a été de dire le stationnement il est là. C'était une place de dépôt. Cette stèle avec bois du Toureau, ça c'est une stèle qui a été faite vraiment en 1945 à la construction du monument. Elle était au milieu. Et en fait, ça empêchait les bus de se garer, donc simplement on l'a déplacée. Et puis on a marqué l'entrée, juste un parking obligatoire, mais on a rejeté le panneau un peu loin. Puis là, on a marqué l'entrée avec ces deux pierres, hein, donc celle-là a été légèrement déplacée, et juste un panneau. Et en fait, ça sera le seul panneau du site. Il n'y en a pas d'autres. Et j'ai proposé finalement qu'on quitte la piste, les engins, pour arriver sur un petit sentier qui arrive par une sape, deuxième sape qui était en construction, parce qu'ils allaient passer, ils étaient trop serrés dans leur sape, par le monument, mais vraiment de belle façon, et de façon un peu mystérieuse, et puis aller chercher un endroit où ils avaient de l'eau, un endroit où ils prenaient du bois, enfin voilà, et remonter par la carrière qui a servi à la construction du monument. En fait, ça, je trouve que c'est une bonne solution quand on veut laisser un site tranquille, quand on ne veut pas que le paysage soit gêné et abîmé par des panneaux qui n'ont rien à faire. Donc servez-vous. Ça a quelque chose de très généreux. On soulève comme ça, et puis là il y a le fascicule, alors qui s'ouvre avec le même visuel que le panneau. Quelques explications, l'histoire, et puis voilà des éléments d'histoire qui sont là. Donc les gens prennent ça dans la poche, quoi, et puis ils vont le garder avec eux. Certains même le remettent. Hein, on n'en a jamais trouvé un par terre. Donc quelques balises, mais à peine. Donc là, on est vraiment sur le sentier, un sentier étroit, un sentier avec des obstacles. Donc assez naturellement, je passe entre ces deux rochers, je pose mon pied droit ici, je descends, et tout s'est bien passé. Et finalement, là, on voit qu'il y a une pierre qui m'a aidé à descendre, et cette pierre, c'est un des éléments du projet. Ça permet finalement d'avoir une assise très, très douce et de pénétrer comme ça avec beaucoup de souplesse dans ce milieu. Et ça, c'est vraiment voilà, le genre de petit emmarchement pierre sèche qu'on essaye de mettre en place, qu'on va trouver. Donc, créer un sentier en pleine nature, c'est toujours quelque chose de très, très intéressant. En passer entre un arbre, une pierre. Là, on a vraiment deux univers, le monde du vivant, du végétal, le monde de la pierre, du minéral. Et puis là, les marches qui viennent voilà, se poser ici. Ce qui me rassure ici, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus de choses que cette sente, quelques emmarchements pour que les gens comprennent que c'est là. Alors on a malgré tout, par exemple sur des arbres comme ça, il y avait plein de petites branches un peu épineuses, donc ça on l'a coupé, enfin on a rendu aimable 2 mètres de part et d'autre du sentier pour que les gens ne soient pas agressés, parce que pour certains, rentrer comme ça dans un boisement, c'est quelque chose d'un peu impressionnant, surtout que là, l'objet c'est vraiment être sur le sentier des maquisards, sur leurs pas, se dire quand ils se sont planqués, même si en 1944 il n'y avait pas réellement de forêt, mais une lande avec quelques arbres qui commençaient à pousser. Mais voilà, c'est l'ambiance qui prévaut.
Ça, c'est un peu mon passage Fontainebleau. Là, j'ai joué à Claude-François Dencourt en passant comme ça, juste dans cette petite porte. Quand j'ai vu ces chaos de blocs, je me suis dit, voilà, faut passer pour évoquer aussi le fait de vouloir se cacher, de vouloir se soustraire à la milice et aux Allemands. Enfin, donc, il faut quand même passer des portes et s'enfouir. Et là, malgré tout, parce que bon, on aurait pu penser que le sentier allait passer, c'est le seul endroit où j'ai remis un petit picto qui est là. Proche là-bas pour que les gens puissent se chauffer avec, et puis l'autre les balancer dedans. Donc là, il y a eu un choix fort qui était de positionner ce monument au milieu des bois, exactement là où a eu lieu le massacre, et juste à proximité de leur cache. Bon, qui avait été complètement détruite par des bombes incendiaires, qui a été remontée au moment où le monument a été créé, et qu'on a restauré à nouveau. C'était vraiment des... Enfin, ils étaient tout jeunes, quoi. Enfin, ils prenaient à peine la chose réellement au sérieux. La veille, il y avait un match de foot, il manquait un gars pour faire goal, il y en a un qui a été joué, quoi. Enfin, et donc, quand ils ont été dénoncés, toi, ils n'y croyaient pas trop. Enfin, et pourtant, il y avait quand même des pressions de la part des miliciens. Enfin, finalement, là, ça illustre bien les quelques outils dont on se sert pour finalement mettre en valeur un site, faire en sorte que ce site soit parcourable, qu'on ose finalement y entrer, s'en imprégner. L'outil, là, c'est vraiment le sentier. Un sentier qui est marqué par quelques emmarchements, par le fait que voilà, il y a un passage qui est assez évident. Et puis, l'outil aussi, ça va être des perspectives. Par exemple, là, on arrive et face à nous, on commence à voir quelque chose d'assez étrange, une cavité. Et puis, entre les arbres, on commence à sentir une grande colonne de granit, mais qui, par sa verticalité, joue complètement avec la verticalité des arbres. Il y a quelque chose de très, très solennel et assez étrange là. Donc, et la colonne, donc l'architecte qui a composé le monument, là, Guillon, un architecte de Guéret, a posé sur cette colonne une lanterne qui devait d'ailleurs être éclairée. Et on voit que là, finalement, il y a le fait d'arriver un peu par surprise et d'un seul coup de le découvrir progressivement sans que ça soit appuyé, ces différents motifs qui vont composer le site. Et là, une des actions, en fait, a été de donner un visage à l'ensemble de ces jeunes résistants. On a retrouvé la photo de chacun, sauf Robert van der Eden. Henri Paulet, là, on a retrouvé la photo assez tardivement. Et juste de marquer leur nom et l'âge qu'ils avaient au moment du massacre, voilà, permet de les rendre plus présents. Avant, il n'y avait vraiment que leur nom. Puis voilà, dans le détail, ici, le sol était très chaotique, il y avait les racines qui dépassaient, qui fait que même les personnes âgées se tordaient les pieds. Donc
J'ai remis cette ligne-là. Enfin, j'ai essayé de comprendre les logiques de composition générale du monument pour vraiment le prolonger. Vraiment être au service finalement d'une œuvre qui a été créée pour la mémoire. Ici, le 7 septembre 1943, les Allemands ont massacré des jeunes gens qui avaient pris le maquis pour ne pas les servir. De la guerre, homme, souviens-toi. Alors il y a certains projets où on a travaillé de façon extrêmement complice avec les architectes. Hélas, pas très nombreux. Mais alors, quand ça arrive, c'est jubilatoire, quoi. C'est vraiment... je pense à Gérard Peter, avec qui j'ai fait l'aménagement du parc animalier, le parc des Loups de Chabrières. Et très très tôt, en fait, avant même de penser projet, on s'est promenés ensemble. C'est un ramasseur de champignons incroyable. Donc, voilà, et puis le projet est monté tout doucement et il n'y a jamais eu... parce que la crainte qu'on a, c'est qu'en fait l'architecte ne fasse appel à nous beaucoup trop tard, une fois que le projet d'architecture est fait, en nous disant qu'est-ce qu'on plante autour. Je dis, mais ça, c'est il y a 20 ans. Là, il faut réviser. Nous, on veut être là, avec vous, pour partager l'énergie du projet, partager quel mouvement doit faire l'architecture. Un autre architecte avec qui je travaille, c'est Richard Dumas, qui est en plus un architecte menuisier. Et là aussi, on fait équipe. Et puis là, il y a un troisième larron qui est Franck Vatel, qui est scénographe. Donc là, on fait une équipe où on réfléchit le sens et la nature du projet dès l'amont. Et c'est ça la clé, quoi. Donc, travailler vraiment dès le départ, faire équipe, mais c'est compliqué parce que souvent les architectes sont pris dans le temps de l'agence où il faut répondre, et puis on n'a pas le temps de se balader. Et c'est pour ça que travailler avec des architectes, c'est vraiment travailler cette complicité et le temps, et c'est très difficile de travailler avec les grosses agences d'architecture, parce que ça y est, elles sont débordées. C'est toujours la pyramide, c'est un peu comme les grands élus qui sont intouchables, quoi. Et c'est pas très très intéressant pour le coup, parce qu'on se retrouve toujours avec un chef de projet second couteau, mais derrière il y a quand même le chef d'agence qui avait décidé. Là, non. Ou alors on travaille dès le départ en grande complicité. Puis après, il y a le moment du chantier où, avec Richard Dumas et puis c'est des jeunes architectes qui l'accompagnent, on est vraiment ensemble sur les réunions de chantier, et il y a des réunions de chantier qui sont collectives. Alors après, quand ils s'intéressent plutôt à la tuyauterie et tout ça, nous, à des détails de murets, pierres sèches, là, on dit... Mais on a ces moments ensemble où on s'autorise à donner un avis, à faire un croquis sur finalement le projet architectural, comme eux s'autorisent, et heureusement, à faire des suggestions sur le projet paysage. Et là, la complicité, mais ça a été rendu possible parce que le projet est le fruit d'une réflexion et d'un projet commun. Donc,
tout dépend vraiment de la complicité finalement intellectuelle qu'on peut avoir, puis le plaisir à être ensemble, pour bien dire, quoi. Des gens avec qui voilà, on a distance. Puis je dirais la vie est trop courte pour s'emmerder à faire des projets avec des gens qu'on n'aime pas, quoi. Là, il faut qu'on profite finalement de tout le temps de notre vie pour travailler avec des gens avec qui on sent une complicité, avec qui on sent également une phase sur les grands fondamentaux de la sobriété, de la transition écologique. Enfin, j'y reviens souvent parce que c'est quand même ce qui aujourd'hui est absolument nécessaire à prendre en compte pour exercer notre métier. On fait presque un métier militant dans ce sens. Et si on ne partage pas ces éléments, enfin, voilà, et les meilleurs moments, c'est la découverte du site avec l'archi, et puis là on partage, quoi. Donc voilà, démarrer dès le départ, et puis ne jamais finalement cloisonner ces différents champs du projet, quoi.